Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Jean-Benoît Manès, coordinateur des urgences pour l'UNICEF en Roumanie. Je rappelle que l'UNICEF est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée aux conditions de vie des enfants partout dans le monde. Avant la Roumanie, Jean-Benoît Manès a travaillé pour l'UNICEF dans plusieurs pays, à Madagascar, au Maroc, en Birmanie, en Afghanistan, en Angola, ou encore à Haïti. Jean-Benoît Manès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois, cette fois-ci au studio de RFI à Bucarest. Alors, lors de notre premier entretien en septembre dernier, vous faisiez part de votre inquiétude quant à la capacité des autorités roumaines et des ONG de faire face aux besoins multiples des réfugiés ukrainiens, désormais plus de 100 000, 109 000 je crois, temporairement installés en Roumanie, temporairement ou voire plus longtemps. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation est-elle sous contrôle? D'après les autorités, je lisais dernièrement que tout était bien sous contrôle, mais qu'en est-il selon vous? Il y a aussi eu récemment une modification de l'aide aux réfugiés. Je crois que les propriétaires d'appartements ne reçoivent plus directement l'argent dédié aux réfugiés, mais c'est les réfugiés eux-mêmes qui le perçoivent. Alors, dites-nous quelle est selon vous la situation pour eux aujourd'hui en Roumanie. D'accord. Alors tout d'abord, pour commencer, je renouvelle mon appréciation en fait au soutien gouvernemental qui, depuis le début, a été vraiment sans équivalent par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres urgences vis-à-vis des réfugiés ukrainiens en particulier, pour un pays, la Roumanie, qui a également beaucoup d'autres aspects à gérer lorsqu'il s'agit des enfants. Un point que j'aimerais mettre en exergue, c'est qu'on parle des 109 000 réfugiés qui ont choisi de postuler au statut de protection temporaire offerte par la Roumanie. Mais en fait, j'aimerais aussi insister sur le fait que la Roumanie, de par sa situation géographique, a vu passer près de 3 millions de réfugiés à la frontière. Et l'UNICEF, ses partenaires et le gouvernement, en particulier les diverses DGHPC, ont apporté un appui. Vous disiez, pardon, les diverses DGHPC, Direction Générale de l'Appui à l'Enfance et à la Protection Sociale, ont apporté un appui à tous ces réfugiés qui ont ou n'ont pas décidé de rester. La situation aujourd'hui, elle est un peu, je dirais, dans l'expectative, dans l'attente, parce que la guerre continue. Ça a une intensité beaucoup plus, je dirais, de long terme, ce qu'on appelle une urgence protractée dans notre langage, c'est-à-dire qu'on a des réfugiés qui continuent à arriver, pas forcément dans les mêmes nombres, et des réfugiés qui sont déjà ici, voire certains qui reviennent d'autres pays, qui décident que, du fait parfois des durcissements d'octroi, des appuis, ou pour être plus près de l'Ukraine, reviennent. Les grands axes, si vous voulez, qui nous préoccupent sont le fait que, bon, déjà, on a un peu tendance au niveau européen à considérer tous les réfugiés comme un groupe homogène, alors qu'une fois de plus, on en a qui sont ici depuis longtemps, d'autres qui le sont beaucoup moins, d'autres qui sont venus avec des moyens d'existence relativement convenables, d'autres qui, déjà en Ukraine, faisaient face à une situation sociale excessivement complexe. Donc c'est le premier point, c'est vraiment s'assurer que les réfugiés ne sont pas ce gros groupe homogène, en particulier lorsqu'il s'agit des enfants. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la situation sociale diverse, vraiment des cas très complexes, on a également des groupes d'enfants qui n'ont pas les mêmes besoins, que ce soit les petits-enfants, les enfants dans le secteur primaire et surtout les adolescents. L'intégration des adolescents étant particulièrement difficile du fait de leurs besoins scolaires spécifiques, du fait des traumas qu'ils ont pu connaître, qui ressentent plus durement qu'un bébé de 6 mois. Et alors, leur intégration depuis le début de la guerre, aujourd'hui, on peut peut-être avoir un premier bilan. Est-ce qu'ils ont réussi à apprendre la langue assez facilement pour beaucoup d'entre eux? Est-ce que vous avez des retours à ce niveau-là, par exemple? Alors, il y a une fois de plus plusieurs cas de figure. Je pense que, contrairement également à une idée reçue, beaucoup d'Ukrainiens en Roumanie, même s'ils ne souhaitent pas y demeurer en permanence,
ont tenté de s'intégrer grâce en particulier aux différentes options offertes par le gouvernement, par les ONG, par les organisations internationales comme nous-mêmes, pour l'accès au marché du travail, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à la protection. Maintenant, une intégration, une fois de plus, en particulier pour les nouveaux arrivants, reste un défi. Le fait que la langue roumaine, mais pas seulement la langue, le curricula est très différent, fait que, en particulier pour les adolescents, cette intégration est en route, mais certainement pas finale. Moi-même, au bout de 8 mois en Roumanie, et étant français, donc avec beaucoup de points communs quand même, j'aurais aucune capacité à suivre un cours en biologie. Donc, prendre en compte que cette intégration, même si elle est souhaitée, reste complexe, en particulier pour les enfants et adolescents qui ont vécu des traumas compliqués. L'incertitude demeure sur, une fois de plus, déjà le futur de la situation en Ukraine, mais également sur le soutien sur lequel ils peuvent compter. Vous l'avez dit, il y a des modifications sur le soutien apporté qui reste très important, hein, mais qui vise une fois de plus à maintenant peut-être réduire ou en tout cas encadrer la durée du soutien et à le soumettre à certaines conditions qui, dans la majorité des cas, ou une grande partie des cas en tout cas, sera faisable, dans d'autres beaucoup plus complexes. Parce qu'on a excusez-moi, oui, on a du mal je suppose, à estimer combien d'Ukrainiens, de ces 109 000, veulent éventuellement rester à moyen long terme en Roumanie. Alors, on n'a pas évidemment de données fiables et je pense que ce cas de figure va évoluer selon la situation en Ukraine, en particulier dans les zones occupées par la Russie, dont sont originaires une très grande partie des Ukrainiens qui sont venus en Roumanie pour des critères logistiques, hein, c'est la zone d'Odessa. Donc, on n'a pas forcément cette vision. Et il faut également voir que cette vision peut varier selon l'offre et la capacité d'intégration dont on a parlé, qui également du fait que la Roumanie est un pays assez décentralisé, peut varier grandement selon que vous êtes réfugié à Suceava, à Bucarest ou à Cluj, où les opportunités, une fois de plus, d'emploi, d'intégration et d'accès à des services sociaux diffèrent grandement du fait, une fois de plus, de la déconcentration, en tout cas, de beaucoup de services sociaux. Vous diriez que, conclusion, les choses se passent relativement bien. Il y a des problèmes à résoudre à court terme, moyen, long terme, mais vous seriez quand même d'accord pour dire qu'on a sous contrôle ces réfugiés qui sont pour l'instant sur le sol roumain? Alors, je pense qu'en effet, nous ne sommes plus dans une perspective de crise humanitaire majeure. Maintenant, cette crise humanitaire continue à exister pour certains groupes de réfugiés et on doit toujours rester préparé pour une évolution de la situation qui peut déraper du jour au lendemain. Ça, c'est une des grandes difficultés. Mais on se heurte en effet maintenant à des problèmes plus structurels, si je peux dire, avec des accès à l'éducation, la santé et la protection sociale qui, avant la crise, malgré le statut de membre de l'Union européenne de la Roumanie, se heurtait déjà à des faiblesses, y compris pour les Roumains. Et dernièrement, il a d'ailleurs été dit dans la presse que la Roumanie était le pays où l'enfance était la plus sujette à tomber dans la pauvreté, à être dans la pauvreté. Si je me trompe pas, je crois que 40% des 3 millions d'enfants et d'adolescents en Roumanie, 40% c'est le pourcentage le plus élevé au sein de l'Union européenne, sont en situation de pauvreté ou alors en passe de tomber dans la pauvreté. C'est bien exact. Ou à risque, en effet. Disons que la Roumanie, une fois de plus, a fait d'immenses progrès. Hein. Vraiment, quand on regarde les données par rapport à ne serait-ce qu'une dizaine d'années, néanmoins, on se heurte maintenant à un palier parce que, je dirais, faire progresser les enfants qui étaient dans des situations prometteuses reste, je dirais, la partie la plus aisée. C'est pas jamais facile, mais en tout cas, maintenant, comment se heurter à ces poches de pauvreté qui peuvent être des poches géographiques, en particulier dans les zones rurales isolées,
ou socio-économiques, ou les deux, y compris dans les grandes villes. Et la crise des réfugiés, en fait, souligne, révèle, plus qu'elle ne crée, ces problèmes, parce que les réfugiés ukrainiens ont fait face à, une fois de plus, des complexités auxquelles une large partie de la population roumaine fait face, et complexités qui ne sont pas faciles à résoudre du jour au lendemain, parce que ce sont des cas sociaux très complexes. Est-ce que quelque part, de façon paradoxale et positive, ça a accéléré précisément une nécessité de résoudre certains problèmes qui touchaient déjà les enfants roumains, le fait qu'il faut faire face en plus à ces enfants réfugiés ukrainiens, eh bien, ma foi, vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ça a peut-être accéléré des projets, etc. Il y a eu une prise de conscience de certains goulots d'étranglement, par exemple sur l'enregistrement des enfants. C'est très difficile en Roumanie d'avoir des données, paradoxalement, fiables. Bon, dans beaucoup de pays, hein, c'est pas spécifique, mais pour un pays de l'Union européenne, le croisement est très complexe. Donc, par exemple, on a beaucoup de mal à savoir exactement combien d'enfants vont régulièrement dans le système scolaire. L'enregistrement à l'école, qui est une des possibles conditions pour toucher une aide en tant que réfugié, entre guillemets, est une formalité administrative. Ça ne garantit pas l'éducation. Donc ça, c'est un des points. Le deuxième point, on se rend compte de je dirais pas la fragilité, mais peut-être la diversité des capacités d'action des différents services sociaux, comme je l'ai dit auparavant, notamment dans un cadre déconcentré ou décentralisé, qui fait que tel Joudette n'aura pas les mêmes capacités financières que tel autre pour appuyer les travailleurs sociaux. On se rend compte que certains domaines comme le trafic d'êtres humains, qui existait auparavant, hein, la Roumanie et l'Ukraine, étant deux pays sources, beaucoup plus évidemment que l'Allemagne du Sud, du trafic d'enfants, que ces secteurs existent encore, et que même si certains cas récents ont montré une capacité de mobilisation de la justice, je pense à l'affaire Tate qui s'est passée ici même à Bucarest, montre néanmoins que il y a encore certaines formalités, processus à franchir. Et certains points également montrent que des structures d'ordre culturel demeurent, en particulier, même si une fois de plus, l'accueil de la population roumaine a été et reste exemplaire, hein. Il y a beaucoup moins de tensions ici que dans d'autres pays, mais que néanmoins, comme vous l'avez dit, la fluidité sociale, la communication entre les différents groupes, que ce soit les Ukrainiens, les Roms, les enfants en difficulté, les enfants en situation de handicap, reste complexe. Et vous le disiez d'ailleurs lors de notre premier entretien que vous étiez aussi un petit peu inquiet quant à la lassitude que les Roumains, même si vous insistez sur l'accueil de tous ces réfugiés, la lassitude pouvait se renforcer malheureusement et donner lieu aussi par la suite à des mouvements populistes plus accentués. Alors, je ne vais certainement pas jeter la pierre à la Roumanie là-dessus, parce qu'une fois de plus, même si ces mouvements existent, ils restent à ce jour mesurés. En revanche, cette lassitude, elle se manifeste au niveau de la communauté internationale, qui considère à tort ou à raison que la crise ukrainienne est derrière nous, du moment qu'il n'y a plus des files de réfugiés de 5 km à la frontière. Or, il se trouve que paradoxalement, c'est presque plus facile de répondre à une crise humanitaire majeure qu'à une crise larvée comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, au niveau des financements, au niveau des capacités, au niveau de la présence médiatique, on se rend compte je ne vais pas dire un abandon, mais certainement d'un infléchissement de l'aide internationale excessivement fort et rapide. Donc, paradoxalement, par rapport à notre premier entretien, je dirais que je m'inquiète moins pour la réaction de la Roumanie elle-même, mais je m'inquiète beaucoup plus pour la réaction de la communauté internationale dans son ensemble vis-à-vis de la crise ukrainienne
en général et de la crise des réfugiés en particulier, parce que c'est vu comme une crise de seconde vague. Et comme vous l'avez dit, écoutez, grosso modo, tout va bien. Sauf que définitivement, pour une très large partie de cette population, je ne dirais pas que tout va bien. Et je suppose, ça vaut pour la Roumanie, mais aussi pour tous les autres pays dans lesquels vous avez travaillé, que vous avez souvent, parfois en tout cas, ressenti un décalage entre les décisions des leaders politiques, la présence médiatique et ce que vous êtes en train de voir et d'observer sur le terrain. Quel sentiment cela vous donne? Vous avez envie de communiquer toujours plus? Vous vous sentez impuissant parfois? Il y a toujours ce décalage-là et c'est ce que vous dites aujourd'hui. Il est toujours présent, malheureusement. Alors, je dirais que c'est un peu à la fois la force et la faiblesse de la Roumanie, de fait de sa structure politique et administrative, qui font que les décisions de l'État, en effet, sont souvent déléguées dans leur mise en œuvre au niveau local. Ce qui inclut parfois un décalage, comme vous l'avez dit, dans les attentes et les résultats. Le côté positif, on essaie de tourner ça à l'envers, c'est qu'on a réussi à créer cette mobilisation locale avec des partenariats signés avec de multiples villes, Iași, Sibiu, Brașov, Suceava, qui justement visent à progressivement restreindre, réduire cette potentielle différence et qui permettent à même long terme de renforcer cette capacité des autorités et des agents locaux à traiter toutes sortes de crises locales ou internationales et à s'intéresser ou à gérer les populations vulnérables. Donc oui, ce décalage existe toujours, y compris à un autre niveau et dans tous les pays, mais ici, je dirais que c'est à la fois une force et une faiblesse. Il faudrait pas que ça aille trop vite. Une fois de plus, la décroissance de l'appui que la communauté internationale peut apporter. Même s'il a été très fort jusqu'à présent, presque, en fait, dans les premiers mois, il a vraiment été extraordinaire. Vous sentez qu'il faut pas se reposer sur ce qui a été fait et continuer. L'appui international. Parce que ça pourrait se tarir très facilement. C'est déjà un peu le cas, parce que l'appui international est souvent conduit par, même s'il y a derrière une bonne volonté, mais une surexposition médiatique et parfois émotionnelle qui n'est plus là. Donc maintenant, en effet, l'appui est beaucoup plus technique, localisé et centré sur quelques problématiques spécifiques. Donc au jour d'aujourd'hui, non, on est déjà dans cette phase où une fois de plus, la réponse internationale ne s'est pas tarie, mais est rentrée dans une phase presque de suroptimisme quant au fait que la Roumanie faisant partie de l'Union européenne, tout va bien, la crise étant, si ce n'est jugulée, du moins stable, tout va bien. Les réfugiés ukrainiens étant en voie d'intégration ou, quand ils ne le sont pas, étant relativement silencieux sur leurs conditions d'intégration, tout va bien. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je pense que le message qui est perçu, c'est que la crise est derrière nous, alors que si sa phase, je dirais, aiguë est en effet derrière nous, et heureusement. En ce qui concerne les réfugiés. En ce qui concerne les réfugiés, et encore on ne sait pas ce qui nous attend au tournant, parce qu'il y a beaucoup de tensions dans les pays limitrophes, à commencer par l'Ukraine, bien entendu. Néanmoins, même la gestion des cas individuels, et on parle de 109 000 cas individuels, reste excessivement complexe et paradoxalement beaucoup plus coûteuse. C'est-à-dire que agir à la frontière où tous les réfugiés sont regroupés sur un passage relativement court, avec des services intégrés, je ne dirais pas qu'une fois plus que c'est facile, mais c'est une opportunité. Aller commencer à chercher les réfugiés un peu partout, dans les villages autour de Sighișoara jusqu'à Tulcea, ou dans les villes comme Oradea, où on a moins l'habitude d'intervenir, est beaucoup plus complexe et paradoxalement beaucoup plus coûteux. Vous vous occupez de ce qui se passe en République de Moldavie également? Ça fait partie de votre responsabilité Non, l'UNICEF a des présences dans 192 pays, donc nous avons une très forte présence en Moldavie. Néanmoins, il va de soi que nous sommes en contact avec eux sur une base quotidienne, à la fois pour des questions opérationnelles, pour gérer la transition entre les deux pays,
en particulier à travers ce qu'on appelle le corridor vert. Vous échangez, vous faites part de, oui, bien sûr, de problèmes logistiques, etc. On partage. Nous-mêmes avons fourni, la Roumanie peut se permettre de fournir des équipements, donc on a fourni beaucoup de vêtements d'hiver à nos collègues de Moldavie et eux-mêmes, évidemment, nous tiennent au courant. La Moldavie bénéficie, entre guillemets, du fait qu'elle ne faisant pas partie de l'Union européenne, elle a accès à beaucoup plus de financements flexibles par rapport à la Roumanie, où les financements sont en théorie supérieurs, mais évidemment dans un cadre beaucoup plus rigide. Encadré, ouais. Et quand vous entendez des homologues en Afrique, votre homologue UNICEF ou d'autres organisations, d'autres ONG qui, notamment au début de la crise, tout en comprenant évidemment l'aide apportée à l'Ukraine, se plaignaient, peut-être se continuent à se plaindre un petit peu du fait que la communauté internationale oublie qu'il y a d'autres zones qui ont besoin d'aide et effectivement ils ont ressenti une baisse de ce soutien. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comme vous l'avez dit en introduction, j'ai eu la chance de travailler dans énormément de pays, dont une grande partie en Afrique moi-même. Alors il y a plusieurs éléments. Déjà, ce ressenti n'est pas visible dans les chiffres, entre guillemets. Pour vous donner une idée, le Yémen, c'est $1 milliard par an. Ah oui, donc pour vous, il n'y a pas véritablement de baisse Non, il y a eu, alors si vous voulez, une baisse relative au sens où auparavant l'Ukraine représentait 0,02% de nos dépenses et d'un seul coup ça devient du 6%. Mais la réponse à l'Ukraine a été principalement le fait de personnes qui traditionnellement n'étaient pas engagées. Donc c'est pas qu'on a pris des fonds de l'Afrique pour donner à l'Ukraine, c'est l'Ukraine a amené une mobilisation nouvelle du fait de personnes qui se sont rendues compte que ça pouvait arriver à n'importe qui et à tout le monde. Dès lors, non, je pense que non seulement ça n'a pas eu lieu, mais qu'en plus, ça donne l'occasion à la communauté internationale de changer sa manière de voir. Parce que pendant 30, 40, 50 ans, la communauté internationale a répondu aux urgences, en effet, en Ouganda, dans les Grands Lacs, en Somalie, vous voulez, d'une façon très réactive. Et les crises dans les pays à revenus intermédiaires, voire hauts revenus, et je reviens moi-même de Turquie, où j'ai été envoyé en mission à cause du tremblement de terre, nous donne l'occasion également de revoir, est-ce que l'idée c'est de fournir à l'Ukraine une aide équivalente à ce qu'on fournirait dans un camp de réfugiés en Afghanistan, ou est-ce que l'idée c'est d'accroître la qualité de l'aide fournie en Afghanistan sur base de ce qu'on a pu mobiliser et modéliser ici en Ukraine, en Roumanie, en Turquie ou ailleurs. Donc je pense qu'au contraire, paradoxalement, et je ne veux pas dire que c'est une opportunité, parce que c'est une crise que chacun d'entre nous aurait aimé éviter, mais c'est l'occasion de remettre sur la table, en effet, le fait que ces crises peuvent arriver n'importe où, avec deux facteurs supplémentaires. Beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Est, ont, et heureusement, un PIB qui s'accroît. Donc on va devoir, entre guillemets, commencer à changer nos perspectives d'intervention sur seulement les pays, entre guillemets, très pauvres, à très faible revenu, vers des pays à revenus intermédiaires. Je pense par exemple au Kenya. Et en deux, les changements, notamment climatiques, font que ce genre de crise va se multiplier dans les pays à, entre guillemets, haut revenu. Et on peut après discuter sur la réalité du haut revenu pour tous les habitants de Roumanie. Vous l'avez mentionné, une grande partie d'entre eux sont très proches, voire bien dedans, pour ce qui concerne le seuil de pauvreté. Peut-être qu'il y a eu, pour rester en Afrique, le sentiment que c'était plutôt ça, peut-être, le message que les médias, comme ils ont parfois tendance, malheureusement, à trop le faire, tout de suite changer de focus en oubliant les pays sur lesquels ils étaient à un moment donné présents. C'est ça, en tant qu'humanitaire, que vous pouvez reprocher à certains médias de changer trop vite de focus et puis d'oublier? Alors, je ne veux pas faire le procès des médias parce qu'une fois de plus, il y a beaucoup de différentes approches. Mais en effet, et même là, la crise ukrainienne est passée derrière la Turquie très rapidement, par exemple. Et la Turquie elle-même, maintenant, n'est plus dans les médias.
Donc en effet, mais c'est une entre guillemets règle du jeu qui fait que le monde dans lequel on vit et les médias ne font qu'y répondre vit plutôt dans l'instant et dans le fait également que se développe une situation qui est complexe. Là où c'est facile d'expliquer, les gens meurent de faim, donnons-leur à manger. La problématique est assez simple, encore que si on creuse, il faut creuser pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas à manger. C'est un problème d'eau, de guerre civile. Et alors qu'ici, en effet, on parle d'inclusion sociale et de mécanismes de protection, notamment sur les causalités liées à l'approche 2050, qui sont beaucoup plus complexes à expliquer. Et le forum, par exemple, que vous m'offrez aujourd'hui, avec une durée quand même assez longue, est assez rare. D'habitude, on a 3 minutes pour expliquer une crise. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose avec lequel on agit, qui bénéficie d'une éducation réciproque et de moyens d'atteindre le grand public, qui se diversifie également, pour le bien et le mal des médias eux-mêmes qui doivent maintenant faire face à de nouveaux modes de communication que sont les réseaux sociaux, la mobilisation philanthropique, etc. Jean-Benoît Manès, maintenant, j'aimerais vous poser une question que je me pose, moi, assez souvent sur l'impact à moyen long terme de ma profession. Je pense qu'il y a des points communs par rapport à ce que vous faites d'ailleurs et ce que nous faisons en tant que journalistes. Le fait qu'un média mette l'accent sur une situation va évidemment générer, on peut dire directement, plus de fonds pour telle ou telle crise. Maintenant, les crises s'enchaînent. Quand je vois mon métier, quand j'y réfléchis, je vois comment il y a, alors que la presse est beaucoup plus libre de façon générale dans le monde occidental, on va dire, enfin dans le monde maintenant en général, qu'il y a quelques années, il y a toujours eu des mouvements toujours plus forts pour soutenir la presse libre, et on voit comment, en tout cas dans mon secteur, il y a dans mon domaine toujours plus de mouvements populistes, il y a toujours plus qui peuvent s'expliquer pas simplement de par l'action des médias, mais le fait est que on pourrait se poser davantage la question de notre impact à moyen et long terme aujourd'hui en 2023, eh bien malgré la liberté de la presse, malgré beaucoup de choses qui se sont développées dans mon secteur en tout cas, il y a toujours ces problèmes qui ressurgissent et qui sont là toujours plus présents. Est-ce que vous, dans votre secteur, parfois, après tous les pays que vous avez soutenus et que vous continuez à soutenir, vous avez parfois ce sentiment d'être un petit peu comme un hamster et dans sa petite cage et qui essaie de sortir de situations, mais des situations qui reviennent et parfois avec une intensité encore plus forte. Alors, je suis loin d'être un expert des médias, mais je pense qu'en effet, il y a des points communs sur le fait que on est toujours un peu conduit ou poussé à couvrir un peu les crises via la fourniture de réponses essentielles. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la famine, oui, pendant très longtemps, les Nations Unies, par exemple, répondent à la famine par la fourniture de nourriture. Ça, c'est l'action de base, et les médias répondent à la famine par une couverture médiatique accrue pendant 10 jours, 15 jours. Et c'est nécessaire, il y a un impératif humanitaire qui est là. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non, et je pense qu'une fois de plus, la communauté internationale maintenant regarde beaucoup plus les causes de cette famine. J'utiliserai cet exemple pour comprendre si, une fois de plus, c'est lié, comme à Madagascar où j'étais auparavant, à un problème structurel d'accès à l'eau, en fait. Donc le problème, c'est pas tellement la nourriture, c'est l'eau qui est derrière. Et tant qu'on fournit pas des efforts structurels... C'est de réfléchir toujours plus en amont. Voilà. Et je pense que les médias également, pas tous, et pas tout le temps, mais on cette approche. Il y a des grandes campagnes sur le changement climatique, ça a pris 20 ans. Mais les médias ont joué ce rôle persévérant de l'amener, de l'expliquer. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Après, avoir en interne chacun
comment éviter peut-être la facilité, comment se fixer des visions qui visent en effet la soutenabilité. Et je vais revenir sur la Roumanie. La Roumanie, c'est ça. L'idée, c'est répondre à un besoin en frontière. On sait faire. Et le gouvernement, notamment l'ISU, a fourni un effort considérable. L'ISU qui est le département des urgences du ministère de l'Intérieur, la protection civile. Après, la difficulté, c'est comment maintenir cet effort à long terme et comment s'assurer une fois plus d'une équité qui fait que chaque réfugié, parce que c'est mon domaine, ou chaque enfant roumain vulnérable, qu'il soit basé dans un village dépendant de Botoșani ou qu'il soit basé en centre-ville de Cluj, ait accès aux mêmes services. Et donc ça, c'est des actions beaucoup plus complexes, beaucoup moins immédiatement vendeuses, mais qui néanmoins, en persévérant, contribuent à éduquer la population, non seulement sur ses besoins de long terme, mais pour revenir à la question sur l'Ukraine et l'Afrique. Je pense que cette éducation de la communauté et du public mondial a permis justement cette réponse à l'Ukraine. Parce que les gens, au-delà d'un réflexe immédiat d'empathie qui était nécessaire et justifié, ont pu comprendre ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il y avait derrière, c'était le risque d'une déstabilisation, d'une remise en cause de mode de vie. Donc, voilà, j'ai pas de solution pour tout, mais je pense que les deux composantes existent. Le travail ne doit pas être de nier l'une ou l'autre, mais d'apprendre à travailler ensemble. Et puis peut-être de coopérer aussi avec d'autres types d'organisations, d'autres types d'experts, être toujours plus dans la collaboration aussi, c'est un des aspects. Et dans le partenariat, on l'a vu. Voilà, on l'a vu en Roumanie, le très grand rôle joué par des structures auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Le secteur privé a été assez impressionnant, les volontaires, les communautés. Et même le secteur académique a été assez brillant pour expliquer, pour mettre en place des cours d'appropriation culturelle, entre guillemets, pour les Ukrainiens, pour leur expliquer comment la Roumanie fonctionnait. Donc, en effet, on est dans un monde qui n'est plus l'apanage de quelques agences spécialisées. L'UNICEF a été fondé en 1946, ça fait quand même assez longtemps. Mais on a réussi néanmoins à s'adapter, pas assez vite toujours, néanmoins aux défis du monde avec de nouveaux partenariats. Et ces partenariats, c'est pas que moi qui vais les créer, c'est la génération suivante. Et ces partenariats incluent en effet les médias et se font en boucle. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, des gens qui sont en première ligne. Et une fois de plus, c'est aussi la force de la Roumanie d'avoir beaucoup de gens en première ligne, loin, loin, loin de Bucarest, mais qui nous rapportent ce qui marche pas, leurs suggestions, leurs idées. Toutes ne marcheront pas, mais ça nous permet de continuellement nous remettre en question. Jean-Benoît Manès, je vous remercie. Merci pour vos propos et d'avoir été avec nous une seconde fois après quelques mois de cette guerre et pour faire le point sur ces réfugiés ukrainiens qui sont en Roumanie. Chers auditeurs, chères auditrices, le micro d'histoire se termine pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, Week-end Placoute. Merci, au revoir.